nous aujourd'hui. Merci, Samuel. Merci beaucoup, Samuel, et merci à Richard aussi. Je suis obligé de lui renvoyer tous ses honneurs. Donc, c'est un réel plaisir et c'est vraiment réciproque. Toute l'affection que j'ai pour toi, tu le sais, et c'est un vrai plaisir pour moi de passer un moment avec vous tous aujourd'hui. Ça, c'est le charisme à l'état pur de Hassoun. C'est comme ça que je suis tombé en amour la première rencontre que j'ai eue avec Hassoun, sincèrement. Juste ton sourire est tellement contagieux. Merci à tous d'être là en grand nombre. Merci à Antoine, Jacinthe, Pierre et compagnie qui ont activé leur caméra. C'est tellement plus agréable de vous voir. Merci Vatalia d'entamer le pas et de Mohamed, que me semble que je connais, mais peut-être que je me trompe de Mohamed, mais peut-être que c'est lui. Peu importe. Salutations à tout le monde. Évidemment, on va avoir un bon plaisir à valser dans ta vie, dans une vie assez extraordinaire, un vécu, une expérience des plus remarquables, des plus uniques. Du moins, c'est vraiment un scénario Hollywood, ta vie, et puis c'est très inspirant. Donc, on va voyager dans ta vie professionnelle et personnelle, si tu nous le permets, Hassoun. Et évidemment, comment ça va se passer? On posera une série de questions et par la suite, on laissera, lorsqu'il restera 10 à 15 minutes, là, une période de questions parce qu'à Hassoun, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs questions, peut-être par rapport au nouveau nom de ton ancien club ou peut-être par rapport aux nouveautés ou aux nouvelles dans le football international en ce moment. Bref, sait-on jamais, on va certainement te poser des questions. Sois préparé à ça, mon cher Hassoun. Comment ça va, Hassoun? Écoute, ça va très bien. Je suis vraiment très content de passer du temps, même si c'est virtuellement, à travers des valeurs sportives, mais humaines aussi. Je pense que c'est le but à la fin dans notre parcours respectif. Puis, comme tu l'as dit, moi aussi, tu as reconnu Mohamed, je reconnais des visages aussi. Je pense à Geneviève, entre autres, et à d'autres. Je suis très content de vous voir et d'échanger avec vous sur les valeurs du sport. Donc, écoute, ça va. On est tous confinés, on a tous la même réalité aujourd'hui. Mais en même temps, comme on le dit souvent, c'est peut-être dans ces moments-là qu'on a encore plus de chances de se renouveler et de trouver la meilleure version de nous-mêmes. Donc, c'est ce que je m'efforce à faire. Et ça s'est traduit par mon changement aussi de chaîne. J'étais chez TVA Sport, aujourd'hui chez Radio-Canada. Et l'idée, c'était d'aller à la rencontre des athlètes, de connaître les personnalités qui se cachent derrière les athlètes et de partir sur des entrevues, une série d'entrevues où je prendrai le temps de discuter sur des valeurs humaines, de partage et de savoir ce qui se passe quand les projecteurs s'éteignent. Voilà. Je trouve ça fascinant. D'ailleurs, moi, je te suis dans tes blogs, dans tes différentes entrevues. Vraiment, tu tires sur ton épingle du jeu. Moi, je dis toujours, dans une pandémie, dans une crise quelconque, elle est infusée d'une opportunité à condition d'accepter d'avoir une certaine douleur. Il n'y aura pas d'opportunité sans une teinte de douleur quelconque. Ça a dû être douloureux de faire ce choix-là. Mais on te voit aller et c'est vraiment tout à ton honneur. Je veux qu'on commence avec le début, parce que tu as une histoire remarquable. Les gens ne comprennent pas, là, des fois, ou ne le savent pas, à quel point tu as dû passer par un cheminement des plus atypiques. Vraiment, je n'avais jamais entendu une histoire comme ça. Donc, je veux que tu commences avec comment on est arrivé avec cette idée de livre, parce que c'est quand même important. On dit que la créativité vient de deux choses existantes que tu colles ensemble et qui créent une certaine étincelle, une créativité. Et c'est souvent ce qu'on nous dit quand on lit ce livre-là, c'est « Mon Dieu que ça a été créatif ». Mais je pense que c'est ce fruit-là. Comment ça a été ce développement de ce projet-là, qui est un projet de vie en quelque sorte? Je ne te lâchais pas. Je me rappelle, à un moment donné, tu étais au Mexique avec tes enfants. Puis là, je dis « Qu'est-ce que j'écris ici? » On écrivait ça ensemble, évidemment. Donc, je veux que tu commences parce que ça peut donner des belles idées aux gens qui nous écoutent. Comment ce projet a pris forme? Mais c'est vrai que ça a été très spontané. Je veux dire, si on m'avait dit il y a 10 ans qu'un jour j'écrirais un livre, ça aurait été, je ne sais pas, venu d'une autre planète peut-être. Et je pense que mes professeurs de français en auraient bien rigolé aussi. Mais c'est par les rencontres finalement. Certaines rencontres peuvent changer un destin, peuvent changer des trajectoires. Et je me souviens d'avoir rencontré Benoît par l'entremise d'un ami, Reda. Et on échangeait un petit peu sur les valeurs du foot, les valeurs humaines aussi. Et Benoît étant conférencier, professeur à l'UQAM, tu m'as comme saisi dans cette soirée-là et tu m'as dit, Hassoun, ton histoire elle est extraordinaire, il faut que tu la partages avec le plus grand nombre et la meilleure idée serait d'écrire un livre. J'ai dit, un livre, ok.
Mais comment, comment on écrit un livre, j'ai aucune idée Puis pour moi, je ça. n'avais même pas en tête, Assun, de participer à ça. Moi, tout ce que je Exact. voulais, c'est de te faire réfléchir. Exactement. Et du coup, ça m'a challengé. Et je suis revenu vers Benoît quelques minutes après. Et je lui ai dit, écoute, Benoît, je crois que je suis partant pour écrire un livre, mais à condition que tu m'accompagnes dans ce projet-là et qu'on puisse combiner nos forces et de faire le parallèle finalement entre ce que vivent les entrepreneurs, qui sont des personnes qui recherchent à s'accomplir et à se renouveler au jour le jour. Mais c'est un peu ce qu'on vit dans le monde du sport aussi. Ça veut dire qu'on est des athlètes, mais on ne sait absolument pas de quoi demain est fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va pouvoir être sur le terrain le samedi, si on va avoir un contrat dans 1 an, dans 2 ans, si on va être au chômage ou pas. Donc, ça combine un petit peu tout ça. Salutations à Isma, si c'est lui qui se Ouais, proclame, là, on c'est Zakaria l'entend. qui crie Ah, en OK, bas là, mais Zacharie. Euh, ça je va veux m'en que tu me l'enlever. parles, pour commencer, des racines. Pourquoi tu as eu cette détermination? Quand je te posais la question lorsqu'on rédigeait le livre ensemble, c'est qui à tes yeux? Parce que c'est important de comprendre, là. L'entrepreneur est exactement l'athlète de haut niveau qui réussit à décrocher ses contrats, ses premiers contrats, qui se propulse dans un deuxième contrat, etc. C'est jamais certain. On est toujours dépendant d'une autre vente, d'un autre contrat. C'est un peu la même chose. Et moi, tu m'as surpris, tu m'as saisi quand tu m'as dit qui était, à tes yeux, le plus grand entrepreneur. Et c'est ça, quand on est athlète, forcément, on a des références, on a des gens qui nous inspirent plus que d'autres. Moi, je pense à Zinedine Zidane, bien sûr, ou à Michael Jordan au basket. Mais à mes yeux, enfin, l'entrepreneur qui me touchait le plus à mes yeux, c'était mon père. C'était mon père, ça peut paraître une réponse un peu bateau, mais c'est vrai, parce que mes parents sont d'origine sénégalaise, donc ils sont partis du Sénégal à l'âge de 17 ans pour s'offrir un avenir meilleur en France avec ma mère. Et ils sont arrivés là-bas, mais ils connaissaient pratiquement personne. Il n'y avait absolument aucune perspective d'avenir. Il n'y avait pas de métier qui les attendait. Mais ils savaient que c'était là-bas que l'avenir serait meilleur pour eux. Et le simple fait finalement de se démarquer et de prendre l'initiative de partir euh, pour évoluer, bah, je trouve ça extraordinaire. Et je suis voilà, aujourd'hui au Canada, certes, mais j'ai l'impression de suivre les pas que eux ont tracés bien avant moi. Et, euh, et c'est aussi à travers les métiers qu'ils ont fait, parce que mon père il était carrossier plus jeune, ça veut dire qu'il ponçait les voitures et toute la carrosserie des voitures chez Carex, une entreprise française. Et un jour, il a décidé de nous emmener voir ses conditions de travail avec mon petit frère Malik. Donc on a été, c'était à la période de Noël. Et puis là, je me suis vraiment rendu compte là, de la vraie force de travail et la tâche que ça demandait pour mon père d'arriver à travailler tous les jours, à se lever à 5 heures du matin et à revenir à 18 heures le soir. Et puis j'ai vu comme c'était dur, il avait les combinaisons de masques, là, ce qu'on porte aujourd'hui pour éviter le Covid, les masques à gaz, etc. C'était juste impressionnant. Et là, j'ai compris en fait que oui, si j'ai la chance d'évoluer dans le monde scolaire et aussi dans le monde footballistique à l'âge de 12-13 ans, c'était à cette époque-là, bah, c'est aussi parce qu'eux font des sacrifices extraordinaires. Et je parle de mon père, mais je parle surtout aussi de ma mère qui était femme de ménage à l'époque, donc qui nettoyait les lieux dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait, pas loin de chez nous, à Pantin. Et je me souviens d'avoir vécu le moment le plus schizophrénique de ma vie, je crois, où un jour où je recherchais un stage d'entreprise pour valider mes cours à l'âge de 14 ans. Et, euh, et c'est ma mère qui m'a trouvé ce stage-là. C'est ma mère qui me l'a trouvé parce que j'ai démarché pas mal d'entreprises et il n'y en a aucune qui m'a accepté, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi encore aujourd'hui. Mais c'est ma mère qui finalement me l'a trouvé en parlant à son patron. Et en y allant, donc le premier jour, donc j'étais habillé en costume, cravate, tout beau, etc., avec mes chaussures un petit peu serrées qui faisaient mal, mais c'est pas grave, j'étais beau. Et j'arrivais, et je suis arrivé au pied de l'entreprise, donc on arrive devant l'ascenseur. Et là, comme j'ai dit, bah, ça a été tellement euh, heurtant intérieurement parlant. C'est-à-dire que moi, je montais 2-3 étages pour rejoindre l'école blanc, les cadres, à travailler devant un ordinateur et à profiter finalement des sacrifices que faisait ma mère. Et je parle de sacrifices pourquoi? Parce qu'elle, au même moment, bah, attendait que je monte, qu'elle reprenne l'ascenseur au rez-de-chaussée pour descendre de 2 étages et commencer son ménage au sous-sol. Et ça, c'est une image forte qui représente un petit peu bah, les sacrifices qu'elle fait en descendant tout en bas, en nettoyant
tous les lieux pour que moi, je puisse en profiter, en fait, et que je puisse finalement devenir un jeune homme accompli et d'essayer de me réaliser en tant qu'homme. Donc, moi, je commence chaque conférence en leur rendant hommage, en me rappelant que c'est grâce à eux que je suis devenu ce que je suis devenu, ce qui je suis aujourd'hui. Et ça m'a donné forcément des marques et des valeurs qui me permettent de m'appuyer dessus pour évoluer. Et Hassoun, valeur est tellement fondamentale dans le football, dans le sport de haut niveau. L'argent devient des fois un déterminant assez populaire. On parle beaucoup de ça, mais quand on se rappelle d'où on vient, des valeurs qui font qui on est et qu'on reste avec ces valeurs, je me rappelle de plusieurs anecdotes, une que tu me partages souvent, que je t'ai entendu souvent partager, celle où tu te rendais aux pratiques à l'Impact de Montréal, on l'appelait comme ça à l'époque, l'Impact de Montréal, tu te rendais en bicyclette alors que tous tes autres collègues se rendaient avec leur grande voiture, etc., voiture de luxe. Toi, tu avais décidé de rester ancré dans ta position du cycliste pendant un certain temps. Ça m'avait marqué. Ça me fait penser aussi avec ce vecteur de valeur qui t'a toujours suivi. Et ça, c'est tout à ton honneur. N'importe quelle personne qui t'a côtoyé, je suis certain, Richard, je suis certain qu'il est d'accord avec ça. C'est un charisme, c'est une humanité. Ça se transpire, tu véhicules cette humanité, ce sourire, tu considères tous les gens de la même manière et c'est tout à ton honneur à Hassoun. Et je pense que c'est vraiment en lien avec d'où tu viens et ces belles valeurs qui t'ont été transmises. Combien d'enfants il y avait dans ton appart à Noisy-de-Sec? Je pensais que tu parlais d'ici quand tu as écrit. Non, ça, je le sais. De mon fils. Non, on était 7 enfants, donc une famille nombreuse. Et c'est sûr que c'est compliqué dans ces moments-là pour pouvoir faire en sorte que chaque enfant soit épanoui au mieux. Mais sincèrement, j'ai une enfance extraordinaire. Mes parents, comme je l'ai dit, ont tout fait pour aider chacun à développer ses valeurs, certes, mais aussi ses passions. Et moi, ça a été le soccer. C'est d'ailleurs ma mère qui m'a offert ma première paire de chaussures. Donc c'était des Copa mondiales et je me rappelle. Les vissés, ceux qui Les sont chaussures vissés. vissées, oui, exactement, sur lesquelles on ne pouvait pas jouer sur une pelouse. On pouvait jouer seulement sur du. On ne pouvait pas jouer dehors, en fait. Il fallait absolument être sur une pelouse pour pouvoir jouer. Et c'est vrai que ça a été, pour moi, là encore, un moment de gratitude et de me rappeler d'où je venais. Je dis ça pourquoi? Parce que le premier jour où j'ai signé un contrat professionnel, donc on va en reparler par la suite, c'était à l'Olympique Ouais. de Marseille, c'est cette marque-là, Adidas, qui m'a sponsorisé, donc qui me payait pour porter ces chaussures. Et je me disais que c'était un signe du destin de me rappeler en fait du fait que ces premières chaussures, cette première marque, c'est ma mère qui me les a offertes et qui a fait en sorte finalement de m'accompagner là-dessus. Donc à chaque fois que je commençais un match devant 10, 15, 20, 60 000 personnes, et dans le vestiaire, avant chaque match, je regardais les paires d'Adidas et je disais, mais tu as de la chance d'aller t'éclater sur le plan professionnel, mais souviens-toi d'où tu viens et souviens-toi pour qui tu te bats aujourd'hui. Donc ça, c'était un ancrage fort aussi. Et je pense que ton système de pensée à partir de ce moment-là était très, très clair. Tu allais trouver une manière de réussir. Bon, tu as parlé, et là, c'est vraiment intéressant. On s'en va à Noisy-de-Sec, on se transpose dans les quartiers de banlieue de la belle ville qui est Paris pour aller dans ton quartier. Tu fais partie rapidement de l'équipe à Noisy-de-Sec, l'Olympique de Noisy-de-Sec, à ne pas confondre avec l'Olympique de Marseille, on en reparlera. Et c'est pour ça qu'un des chapitres, on l'appelle d'un Olympique à un autre. Je peux te dire, c'est deux univers vraiment assez opposés. Donc, tu fais tes premières classes dans ce club-là et tu évolues dans ce club-là pendant un certain temps. J'aimerais ça. Et puis là, évidemment, on a juste 1 heure. On pourrait parler toute la journée de ton fil d'expérience extraordinaire. Mais j'aimerais ça que tu nous parles du moment où il y a une chance. Et l'entrepreneur, c'est ça, Hassoun. L'entrepreneur, c'est le mélange. Et je pense qu'être un athlète professionnel, corrige-moi si je me trompe, mais c'est le mélange d'une chance bien préparée. Une chance bien préparée. Il faut être au bon moment, à la bonne place et qu'on soit préparé pour le faire. Et l'entrepreneur, c'est la même chose. N'importe quel projet que vous allez mettre en place, c'est vraiment, je me rappelle, j'avais une discussion hier avec un expert, puis un de mes étudiants disait, c'est quoi le truc pour être un expert? Il dit, c'est une chance bien préparée. Il faut que vous soyez bien préparé quand on vous appelle. Et donc, ça me fait beaucoup penser à comment ça s'est passé. Tu es à Noisy-de-Sec, tu as 17 ans, si je ne m'abuse, à peu près.
c'est peut-être un peu plus. Je pense que c'est 20. J'ai commencé à 17 ans, mais j'y suis resté jusqu'à 22 ans. En vois-tu, j'ai bien fait mon travail. À 22 ans, donc de 17 à 22 ans, tu collectionnes, si je peux me permettre, les essais infructueux à Rennes, à plein d'endroits, centres de formation qui ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. Tu reviens bredouille avec ton père qui continue, persévère, t'accompagne, même s'il multiplie les heures. Et à un moment donné, tu te retrouves à 22 ans. Là, à 22 ans, le pourcentage de chances de succès est presque à zéro. Et c'est peu dire. Pour ceux qui sont de loin ou de près dans le football, dans ce qu'on appelle ici le soccer, devraient comprendre à 22 ans, les chances de réussir sont presque nulles. Je me trompe-tu, Assoun? Non, tu ne te trompes pas, justement. Quand on sort d'une école de soccer, d'un centre de formation, on a 3% de chances de devenir footballeur. Donc, imaginez quand on n'est même pas dans ces centres de formation-là, les On n'est chances même sont… pas reçu dans les centres de formation. Donc, on reste, on persiste, on signe. On est dans une équipe Noisy de Sec en division, c'est quelle division? 5e division, niveau amateur, vraiment. Voilà. Et donc, il y a un concept fondamental qu'il faut comprendre que j'aimerais qu'on voit ici un jour. Il l'a, mais peut-être pas aussi extraordinaire que chez vous. C'est la Coupe de France. Cette Coupe de France qui, finalement, permet de démocratiser les chances pour tout le monde. À vous de la saisir. Et tu te trouves en match de Coupe de France. Le tirage aléatoire fait en sorte que tu vas rencontrer euh, l'Auxerre, donc c'est Auxerre qui devient par tirage votre adversaire en Coupe de France. Et attention, accrochez-vous bien, écoutez bien ce qu'il y a à dire à Soun là-dessus, c'est assez intéressant. Il n'est même pas dans le 11 partant de ton équipe de Noisy-de-Sec. Tu n'es même pas dans le 11 partant, tu n'es même pas dans le planning de match un mois plus tôt quand le tirage se fait. J'aimerais ça que tu nous expliques comment tu as réussi à convaincre ton entraîneur. Et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est également hyper important. Comment convaincre ton prospect qui devienne ton premier client? Dans le domaine sportif, c'est un peu la même chose. Comment tu as convaincu ton premier entraîneur à Noisy-de-Sec de te faire confiance et de te mettre dans le 11 partant? Déjà, ça, il faut le faire. Puis après ça, d'avoir le match de ta vie, pas le match de ta saison, pas le match pour ce club-là, le match de ta vie qui a eu comme impact de rentrer dans un autre univers, celui de l'Olympique de Marseille, le Canadien de Montréal, version footballistique. Assoun, on veut t'entendre là-dessus. Tu le racontes très bien. Et non, c'est ça, comme tu disais, mon père m'accompagnait depuis tout petit en fait pour essayer d'intégrer les écoles de soccer, les centres de formation. Donc on a fait différents clubs et le pourcentage de réussite a été nul. C'est-à-dire que toutes les équipes, il y en a une vingtaine pour lesquelles j'ai fait des essais, ça a été négatif à chaque fois en me disant tu n'avais pas assez le niveau, il faudrait que tu travailles encore, peut-être revenir l'année prochaine. Et ça a été en fait ma jeunesse, la jeunesse que j'essayais auquel j'essayais en fait de percer, de devenir un joueur de ces écuries-là. Et, mais ça me touchait pas plus que ça me permettait en fait d'essayer de progresser, de retourner à Noisy-le-Sec et de travailler mon soccer pour essayer d'évoluer. Et c'est vrai que c'est à travers ça aussi ce que certains pourraient appeler les échecs. Moi, je trouve que c'est été les meilleures expériences de ma vie, en fait, parce qu'elles m'ont permis de comprendre ce que c'était j'allais dire, de parler de rebond, mais je parle plus de tremplin, en fait. C'est-à-dire que d'essayer de sauter encore plus haut à chaque fois et d'essayer de progresser. Et je pense que ces vertus-là m'ont vraiment aidé à essayer d'évoluer. Et c'est donc à l'âge de 22 ans, on a l'opportunité de jouer face à cette équipe de première division, donc les toutes meilleures équipes en France. Cette équipe s'appelle la JOCR. Et je l'ai regardé à la télé les semaines d'avant. C'est des joueurs extraordinaires de l'équipe de France, l'entraîneur de l'équipe de France de l'époque qui dirigeait cette équipe. Et on a eu la chance finalement d'être tiré au sort face à cette équipe-là. Et c'est vrai que je me suis projeté dans ce match-là à me dire, écoute, Assoun, tu as voulu le montrer pendant une dizaine d'années plus jeune que tu pouvais intégrer ces centres de formation-là. Aujourd'hui, c'est à l'âge adulte que tu peux te confronter, mais aux pros en fait et aux tout meilleurs. Donc, tu as une chance unique de montrer ce que tu sais faire, parce que c'est vrai que quand on est dans un canapé et qu'on regarde la télé, on a l'impression qu'on peut tous jouer et qu'on a tous le niveau pour. Mais c'est cette opportunité-là que j'ai essayé de saisir, en fait, en m'entraînant fort, certes, mais en faisant plus qu'il n'en fallait, entre guillemets, c'est-à-dire que je m'entraînais, mais j'allais repérer le stade
2 semaines avant, j'allais tout seul avec mes écouteurs. Je regardais le stade, je me projetais déjà dans le match. Je me disais, écoute, tu as une chance unique, c'est de Mais montrer ce que tu attends, il vaux. faut quand même que tu soulignes, tu n'es même pas dans le plan de l'entraîneur. Mais c'est ça, je me projetais, mais avant même que l'entraîneur décide de me mettre sur le terrain. Ça veut dire que c'est pas lui qui a décidé. Et on peut facilement se laisser absorber par un contexte, par la société dans laquelle on est, et à se dire que finalement, on n'a pas spécialement le pouvoir de changer les choses, alors que oui, la réalité, c'est qu'on a tous le pouvoir de changer notre destin, changer des perceptions que d'autres ont de nous, parce que l'entraîneur partait pour me mettre remplaçant, mais me voyant m'entraîner fort, être bien sûr assidu, mais m'entraîner avant, pendant, après, forcément, c'est comme lui forcer la main en fait, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'une semaine avant le match, il me dit, Hassoun, tu vas commencer ce match-là. Et puis là, il y a deux choix. Soit on subit les choses et on se dit, Hassoun, tu as travaillé fort pour en arriver là. Et là, tu es écrasé par la pression parce que c'était un match qui avait été télévisé sur le plan national, etc. Ou soit tu essayes de le vivre et de t'imprégner finalement de cette pression positive. De te libérer. Oui, de te libérer. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ça veut dire qu'à la fin du match, je ne sais pas si… J'avais aucune notion, j'avais parlé avec personne, mais je sais qu'à la fin du match, mon destin allait changer. Je ne sais pas ce qui allait se passer, mais il y a quelque chose qui allait changer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en rentrant à la maison, j'ai reçu pas mal d'appels d'agents et d'équipes professionnelles. Et j'ai vu tout l'intérêt finalement de ces équipes-là qui me voulaient absolument et qui ont fait que ça a changé mon destin, entre guillemets. Et ça, en neurosciences, moi, je suis beaucoup dans la neuroscience avec mes conférences. Et ce que tu viens de faire, c'est exactement ce que tout le monde devrait comprendre parce que ça fait partie de notre manière d'agir. Ça s'appelle le TFC, Hassoun. T parce que c'est ton thinking, c'est ton système de pensée qui dicte ton feeling, ton ressenti, qui va ressentir. On salue Alexis qui a activé son micro, peut-être Samuel. Donc, le T qui est ton système de pensée qui dicte ton ressenti, ton feeling, qui dicte le choix que tu feras. TFC, Think, Feeling, Choice. Et ça démontre que c'est vous qui créez finalement votre réalité. Et c'est ce qui a fait en sorte que tu t'es en quelque sorte libéré et que tu as joué comme si c'était à Noisy-le-Sec dans le quartier quand tu avais 14 ans, quoi. Tu t'es laissé, tu t'es lâché et tu as eu le match le plus extraordinaire de ta carrière, j'imagine. Et on t'a appelé et j'aimerais ça peut-être que tu me partages une petite anecdote où tu reçois un appel, tu es dans ton cours d'anglais, si je ne me trompe pas. D'anglais, oui. Et tu reçois un appel que tu décroches parce que tu es tellement attentif au cours, donc tu décroches l'appel. Et raconte-nous ça, j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus. Alors justement, je ne pouvais pas décrocher, donc c'était compliqué et je mets le téléphone sur boîte vocale. Et c'est en sortant des cours justement que je reprends mon téléphone, j'écoute la messagerie et puis là, c'est le directeur sportif du plus grand club français, l'Olympique de Marseille, donc José Anigo, qui me dit qu'il a envoyé un émissaire à Noisy-le-Sec et qu'il était intéressé à ce que je fasse une semaine d'entraînement à l'Olympique de Marseille pour voir si j'avais le potentiel d'intégrer l'équipe. Et donc, pour moi, mes yeux, c'était extraordinaire. Je me souviens, j'étais dans une galerie commerciale entourée de mes amis. Puis je leur dis, hey, les gars, il y a José Anigo qui m'a appelé, le directeur de l'Olympique de Marseille. Et puis là, bien sûr, je passe pour un menteur. Cette espèce de menteur, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis je leur dis, je vous jure. Je rentre chez moi, j'en parle à mon père qui était fan de l'Olympique de Marseille. Et là, on se rend compte que, waouh, tu as prouvé quelque chose sur 90 minutes. Il faut le prouver encore. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Certes, tu as montré que tu avais le potentiel pour faire des choses, mais là, on me demande en fait de montrer ce que je suis capable de faire face à des tout meilleurs joueurs de France. Là, il y avait des Franck Ribéry, Samir Nasri, Djibril Cissé, qui étaient les joueurs de l'équipe de France, tout simplement. Et donc, j'ai été là-bas, j'ai fait une semaine, c'est super bien passé. Et à partir de là, je signe mon premier contrat professionnel pendant 3 ans. Je le signe avec mes parents qui viennent avec moi à Marseille. Et puis là, c'est l'aboutissement et le début et l'aboutissement en fait d'un parcours. Et quand je vous parlais finalement de mes parents
qui partaient de loin à travers le travail qu'ils avaient fait, le fait qu'ils quittaient le Sénégal, et de me retrouver face à Pape Diouf à Marseille, qui était le président de l'Olympique de Marseille, et à signer mon contrat avec eux, sénégalais, c'était comme, je ne sais pas, une boucle bouclée et une fierté pour moi de me sentir accompagné par eux. Mais et de là, le titre d'un Olympique à l'autre, très, très peu probable cette transition, parce qu'en général, si on vient de Noisy-le-Sec, on va peut-être aller dans un club de D2 si ça se trouve, si on est chanceux, mais pas l'Olympique de Marseille, le seul club français titré d'une Champions League. C'est assez improbable. Donc, évidemment, tu t'en vas à Marseille et là, je veux que tu partages quelque chose, une belle leçon que tu peux partager ici, que j'ai pris, moi, dans mon bagage depuis que tu me l'as partagé. S'il y avait un élément que tu aurais aimé refaire dans toute ta carrière, il y en avait un seul, ça serait là. C'est ce qui s'est passé à Marseille. Il ne faut pas oublier que tu as joué 2 années à Marseille ou 1 année et demie, mais pas beaucoup de minutes de jeu en temps réel, là, dans des matchs préparatifs, certes, mais pas en vrai match. Tu as joué un seul match. Je veux que tu me partages qu'est-ce que tu aurais aimé dire à Hassoun à cet âge-là, que tu partages avec toutes ces personnes aujourd'hui. Oui, c'est vrai que venant d'un club amateur, justement, je suis arrivé dans un club phare, star. Ça veut dire que c'était vraiment un club exposé sur le plan mondial, j'ai envie de dire. Des médias tous les jours, des sollicitations extraordinaires de tout temps. Et j'ai gardé un petit peu mon âme de joueur de Noisy-le-Sec qui rentre dans un vestiaire et qui demande beaucoup de respect finalement à ces grands joueurs et à cette institution-là. Et c'est vrai qu'il y a une chose importante que je retiens justement et qui m'a servi par la suite, mais c'est que quand on est sollicité quelque part, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une institution sportive, forcément, c'est que vous avez un certain potentiel. Sauf que l'erreur qu'on peut faire, c'est de ne pas respecter son potentiel en restant la personne qu'on était il y a quelques années et en ne se mettant pas finalement, humainement parlant, au niveau du potentiel qu'on a. C'est-à-dire que j'arrivais dans le vestiaire, je me faisais tout petit, j'essayais de gêner personne, je restais dans mon coin, j'espère pas faire la vague de trop, faire attention à tout, pas trop parler, etc. Et sauf que le paradoxe là-dedans, c'est qu'on attend de nous qu'on s'ouvre et qu'on soit finalement naturel et qu'on fasse partie intégrante du projet. Et sauf que moi, je le voyais comme une forme pas d'arrogance, mais attends, Hassoun, tu n'as pas encore joué, reste calme, reste dans ta carapace. Quand tu auras joué tous ces matchs, forcément, tu pourras échanger et faire des choses. Et c'était un petit peu ça. Si j'ai un petit regret à Marseille, c'était un petit peu ça, d'être resté dans cette carapace-là. Même si l'entraîneur me faisait confiance, m'avait donné pas mal de choses. Au début, j'avais fait tous les matchs préparatoires, j'avais commencé la saison. En Coupe d'Europe, j'étais toujours dans le groupe et je peux vous dire qu'on a un groupe de 30 là, qui doit en choisir 18. C'est une preuve de confiance en tant que telle. Mais moi, ce que je voulais, c'était jouer. Ça veut dire qu'après 2 ans, j'ai été voir l'entraîneur, donc Eric Guéretz, et je lui ai dit, moi, j'aimerais bien jouer, évoluer sur le terrain et j'aimerais bien être transféré finalement à Bastia. Et c'est là où j'ai commencé réellement à m'éclater sur le terrain parce que c'était ce que je voulais. Exactement. Puis d'ailleurs, tu t'es transféré à Bastia, un club de D2 et qui est dans une région des plus folkloriques, des plus chaudes. Même les partisans, hein, c'est pas des partisans, disons, c'est ça, sont particuliers, sont agréables quand ça va bien, peut-être moins agréables quand ça va moins bien. Et donc, tu clores la première saison, meilleure en égalité. Je me rappelle, j'avais été voir les statistiques, ça m'avait choqué. Tu avais été en égalité meilleur buteur de la saison en tant que défenseur. Bon, tu me diras, ouais, le meilleur buteur n'avait pas beaucoup de buts, mais quand même, tu étais en égalité. Et deuxième saison, ça semble bien aller, mais une blessure se pointe le bout du nez. Donc, ça commence un peu bizarrement et après ça revient vraiment dans des belles performances. Et là, vraiment comme un entrepreneur, tu décides sur un coup de tête, une discussion, les relations, hein, des fois, ça peut être pour les bonnes choses, des fois, notre intuition nous fait prendre des décisions qu'on regrette des fois ou c'est un apprentissage d'autres fois. Donc, il y a un de tes anciens coachs qui te connaissait bien
qui te dit, j'enseigne, mon côté enseignant, je coach dans les Émirats unis, je te vois dans mes plans, évidemment, c'est bien payé, je te propose de rompre ton contrat avec Bastia et de venir me rejoindre. J'aimerais ça que tu nous racontes parce que ça, c'est ce que tu pensais qui allait arriver, évidemment pas arrivé. Tu as rompu ton contrat et il t'est arrivé toutes sortes de choses où tu t'es retrouvé sans contrat, sans emploi. Exactement, c'était un petit peu ça, et c'est les aléas du foot de haut niveau. Mais il y a une blessure qui m'a un peu freiné la deuxième année, et ça a été un petit peu compliqué pour moi de retrouver la forme rapidement. Et ça a créé disons, une opportunité à ce moment-là, en discutant avec un de mes amis du monde du foot et entraîneur, et qui me parlait de la possibilité d'aller aux Émirats arabes unis, donc à Dubaï à cette époque-là, pour développer mon foot. Certes, financièrement, c'était très, très, très lucratif aussi. Et donc, j'ai accepté cette proposition, mais la condition sine qua non, c'était de rompre mon contrat à Bastia pour pouvoir arriver libre à Dubaï. Chose que j'ai faite, parce que j'ai pas mal confiance au groupe avec lequel j'étais, avec l'entraîneur aussi, avec qui j'avais pas mal échangé, qui me garantissait de signer tout de suite en arrivant à Dubaï. Et donc, quand j'arrive là-bas, je fais mon premier entraînement, ça se passe bien, deuxième entraînement, troisième, puis au bout de 10 jours, j'ai toujours pas signé ce contrat. Et donc, je vais le voir directement en discutant de ça. Je lui dis, mais Laurent, je comprends pas, je devais signer instantanément, puis là, finalement, je signe pas, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là qu'il me dit que malheureusement, il a plus les clés du camion, entre guillemets, et qu'il s'apprête à se faire congédier, et que ça va être compliqué pour lui de me faire signer le contrat dont qu'il m'avait promis, tout simplement. Et donc là, je reste une semaine à l'entraînement là-bas, puis je vois que ça ne va pas se faire du tout. Il se fait congédier, et je retourne finalement, j'allais dire, à la case départ. Je rentre d'abord à Bastia, et tu parlais de l'île et de la frénésie des supporters, mais c'est une île magnifique aussi, la Corse. Et Oui. j'avais donc un super appartement, vue sur la mer, magnifique à chaque matin. Mais là, tu n'as plus de contrat, et tu n'as plus de projet sportif en tant que tel, là, et puis tu te retrouves du jour au lendemain sans rien, en fait. Ça veut dire que tu avais un certain salaire, un certain niveau de vie, et puis tu te retrouves du jour au lendemain sans rien qui rentre, et là, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Forcément, je rends mon appartement à Corse, à Bastia, et voilà, on parlait d'un Olympique à un autre dans un chapitre précédent. Là, c'est le retour à la case départ. Et je rentre à Noisy-le-Sec chez mes parents. On était 7 à la maison parce qu'il il y avait eu mon petit frère qui était en plus jeune âge là, mais c'est lui qui avait pris ma chambre, qui avait repris ma chambre. Donc il fallait que je repartage ma chambre avec mon petit frère. Et puis il va à l'école. Non, 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 attends, il faut juste vraiment bien saisir l'image. Tu es dans le club le plus célèbre presque Ouais. d'Europe. Hein? Demain, si on met de côté Marseille, Madrid, etc. Marseille, qui est une institution, tu passes 2 ans là-bas, tu en vas à Bastia où tu te farcis les plages de cette magnifique île qu'est la Corse pour en revenir bredouille dans un appartement où tu partages la chambre avec un de tes frères. Exactement, et c'est ça, c'est du tout au rien, j'ai envie de dire, en un instant. Et c'est les aléas, finalement, là encore, du soccer, d'autres sports aussi, mais de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de garanti. Il n'y a absolument rien de garanti. On peut subir tous les aléas du monde. Et ça a été compliqué parce que, je l'ai dit, hein, il fallait que je rentre. J'ai partagé la chambre avec mon petit frère. Il ne fallait pas que je le dérange trop par rapport à ses cours, à son école aussi. Et puis là, tu subis toutes les critiques, des gens qui viennent te voir et te dire finalement, il n'avait peut-être pas le niveau pour être un joueur professionnel. Tu te sens aussi coupable pour ton entourage, puisque ta famille, quand tu réussis, bien entendu, tu as la fierté parce que c'est des choses extraordinaires et que peu de personnes vivent. Et Mais surtout de tes amis aussi, hein? les amis aussi, mais Qui il y a changent leur fusil d'épaule. exact, et il y a le revers de la médaille. Ça veut dire que quand ça se passe mal, forcément, ça devient compliqué parce que tu as l'impression d'être le responsable des malheurs de ton entourage, qui se sentent mal aussi, des amis avec qui tu étais très proche à une certaine époque, quand tout brillait, et finalement, ça devient plus compliqué quand c'est compliqué justement. Et là, ça a été un moment difficile parce que j'avais aucune perspective, il n'y avait plus d'agents qui m'appelaient, comme on m'a appelé à Noisy-le-Sec, ils ne me décrochaient plus, j'avais plus de perspective finalement, et des clubs qui étaient intéressés.
Et c'est la rencontre avec toi-même, en fait, et comment tu réagis dans ces moments difficiles. Est-ce que j'arrête le soccer comme on me l'a préconisé? Pourquoi? Parce que j'avais plus d'emploi et il fallait que je retrouve un emploi. Donc là, je m'inscris à l'assurance chômage, entre guillemets, au Pôle emploi en France. Donc, Et donc tu deviens un chômeur. Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire? exactement, chômeur en tant que joueur professionnel. Et c'est vrai que ça peut grésiller un petit peu là-dedans, mais ça a été le cas. Ça a été le cas et ça a été Donc, une tu période. tombes dans la liste de chômeurs et donc tu t'en vas chercher ce qu'on appelle en France tes fameux acidiques. Exactement, exactement. Ton allocation chômage, justement. Tu vas rencontrer la dame à chaque mois pratiquement. Elle te dit bonjour, tu lui dis bonjour. Comment je peux vous aider? Je lui dis que j'aimerais bien être footballeur. Bien entendu, elle a aucune aide à me donner à ce niveau-là. Mais c'était cocasse et en même temps violent parce que là, tu te retrouves face à toi-même à la croisée des chemins et à te dire, attends, mais c'est vraiment fini là. C'est vraiment fini à 25 ans à peine, là où je dois être au pic de ma forme. Bah, finalement, non, je n'ai pas la possibilité de m'exprimer. Et ce qu'il faut que je revienne finalement au métier classique. Je ne sais pas, moi, on me proposait des métiers d'agent immobilier ou d'autres projets. Mais c'était sans compter avec l'espoir que j'avais encore de redevenir professionnel. Donc, je m'entraînais. Je m'entraînais quand même tous les jours, 2 fois par jour, matin et soir, tout seul, sans aucune structure, au début en tout cas, jusqu'à ce que je me rapproche d'une structure collective donc, qui s'appelle l'UNFP, c'est le syndicat des footballeurs de France, et qui propose aux joueurs comme moi sans contrat de s'entraîner collectivement. Est-ce que Sauf ça que là existe au encore, Québec, ça? non, je ne suis pas sûr. Non, en MLS, non, c'est plus compliqué. C'est intéressant comme structure parce que c'est ça qui t'a propulsé pour la suite. C'est ça qui m'a permis de garder la forme surtout, de rencontrer des gens, de socialiser et de me dire que je n'étais pas tout seul dans cette situation-là. Sauf que là encore, la condition sine qua non, c'était que lorsqu'on s'inscrit dans cette équipe-là, tu es inscrit dans un registre national public qui dit à toute la France que tu es un joueur au chômage, en fait, que tu fais partie de l'équipe, entre guillemets, des nuls, pour certains, pour parler plus vulgairement. Et là, c'est dur encore. J'insiste sur ce point-là. Pourquoi? Parce que je connais beaucoup de monde, moi, qui ne se sont pas inscrits dans cette liste-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur justement du regard des autres, de ce que les autres en penseraient et qu'on rigole d'eux finalement dans leur dos. Et là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu y vas quand même, tu t'inscris parce que tu sais que c'est ce qui est bon pour toi, peu importe ce qu'en disent les autres, ou alors tu te laisses aller au regard des autres finalement et à te dire, bah non, ça va pas être, je vais laisser ma destinée parce que je veux pas qu'on se moque de moi, je veux pas qu'on ait un regard négatif sur moi et je veux pas avoir finalement ce sentiment d'humiliation. Et ça, c'était très dur. Je peux vous dire que la décision n'était pas facile, mais je l'ai prise quand même. Pourquoi? Parce que je savais que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour moi et que c'était le seul moyen de garder espoir et de rester dans le monde professionnel. Et ça, c'est des regrets que certains joueurs ont encore aujourd'hui, là, 10, 12 ans après, à me dire, Assoun, j'aurais dû faire comme toi, regarde le parcours que tu as eu par la suite. Il y a des choses qui peuvent changer justement à ce niveau-là. Mais c'était pas, bien entendu, j'ai reçu des appels mais, qui étaient terribles. C'est-à-dire que des amis à moi qui étaient à Marseille, à Lyon, à Paris, n'importe où en France, c'était dans le journal national, c'était dans l'équipe. Là. Et je recevais des textos, des messages. Assoun, tu es dans l'équipe des chômeurs, tu es dans l'équipe des nuls. Oh là là, la honte, oh la honte. On appelait mon père pour lui dire, ah, j'ai vu ton fils dans l'équipe des chômeurs du Sénégal. On l'appelait pour lui dire, ton équipe, ton père, ton fils est dans l'équipe des nuls de France. Tu sais, genre l'équipe nationale des nuls. Et c'était difficile, c'est extrêmement difficile, mais je savais que c'était par là qu'il fallait passer pour évoluer. Et c'est une opportunité justement par la suite qui s'est présentée grâce à ça. Donc un émissaire est venu me voir dans cette équipe-là et m'a proposé un projet en Grèce. Donc je me suis dit, OK, tu fais une saison en Grèce, puis par la suite tu pourras rebondir, pourquoi pas en Angleterre et rebondir. Et ça peut être top. Donc je prends l'avion, j'y vais. Mais c'était en Chypre, c'était pas au Chypre. C'était à Chypre exactement. Je dis Grèce pour que les gens Ah, OK. disent mieux. Et je fais l'essai, ça se passe vraiment super bien. Je fais une semaine, j'étais en bonne condition grâce à l'UNFP. Et là, l'entraîneur vient me voir, il me dit, Assoun, je te signe un contrat. Il n'y a pas de problème, on te signe 2 ans, on a aimé ton niveau, et puis on compte sur toi. Puis là, j'étais tellement content, mais c'était justement tout le C'est poids, l'euphorie, là, le cumul de ouais, tous tout ce les poids, travail-là.
tout le poids de l'entraînement, du fait de s'entraîner sans avoir de réels projets en vue, toutes les moqueries qu'il y avait, la gêne que tu peux occasionner auprès de tes parents. Il y a tout ça qui s'est vidé là. Et puis enfin, j'ai retrouvé un projet, un club professionnel et j'étais ultra heureux. Et donc, je me souviens, je monte dans ma chambre d'hôtel, je prends le téléphone de la chambre, j'appelle mon papa et je dis: Papa, ça y est, j'ai retrouvé un club, je signe 2 ans. Et là, j'entends, mais à 6000 km, hein, mais j'entends la maison, tout le monde sauter en l'air. Waouh, on est super content pour toi. Parce que finalement, c'était rendu les seuls qui croyaient à ton projet, là. Ouais, bon, en soi, c'est là où je parle de valeurs sur lesquelles tu dois t'appuyer, sur la famille et l'entourage proche. C'est eux qui vont t'aider dans les moments les plus difficiles. Et je te dis, là, la maison a explosé, vraiment, je m'en souviens. C'était mon père criait de joie, il m'a dit: t'as vu, les efforts sont récompensés, c'est extraordinaire, bravo, je suis fier de toi, etc. Et donc, je raccroche le téléphone. Puis là, c'est le directeur sportif qui m'appelle dans la chambre et qui me demande de descendre, mais genre 15 minutes après. Puis là, je me dis: mais attends, mais ils sont rapides à Chypre, ils sont rapides quand même pour faire signer les contrats. À peine 15 minutes, on descend, on dit viens signer, c'est super. Je dis: ok, bah, c'est super, je prends mes affaires, je descends, j'arrive au lobby de l'hôtel, puis je rencontre le directeur sportif, pensant qu'il allait m'annoncer justement la signature du contrat. Il me dit: Hassoun, je suis désolé, mais c'est pas toi qu'on va prendre finalement. Le président m'a appelé et il a décidé de te faire signer un autre joueur à ta place. Et je suis désolé, on ne peut rien faire pour ça. J'ai dit: mais attendez, l'entraîneur vient de m'appeler, vient de me dire que je signais 2 ans, puis vous, quelques minutes après, vous me dites que non. Et, Il me dit: mais et là, tu es prêt à dénuder ton salaire, là, à le réduire de 40, 50 tu es prêt à tout, là. ouais, j'ai tout fait. J'ai divisé mon salaire, j'ai proposé pas mal de solutions parce que pour moi, ce n'était pas l'argent qui comptait, c'était vraiment le fait de retrouver un projet sportif. Et c'est tellement dur et rare d'en trouver un avec le nombre de joueurs qu'il y a sur cette planète-là que moi, ce que je voulais, c'était juste jouer, avoir des minutes et par la suite rebondir. Et donc, euh, il m'annonce ça et je suis dépité, mais j'ai trouvé une personne encore plus dépitée que moi, c'était justement mon père, parce que je suis remonté dans la chambre d'hôtel, j'ai pris le téléphone et puis là, il fallait leur annoncer finalement que non, ça ne se faisait pas. Et Alors en qu'eux, tant ils sont peut-être déjà au téléphone en train d'annoncer la C'est bonne nouvelle. ça, c'est ça. Et en tant qu'adulte, c'était la première fois que je pleurais en tant qu'adulte. C'est-à-dire que j'ai pris le téléphone, j'ai dit allô papa, et j'arrivais plus à parler. J'ai posé le téléphone, je me suis écroulé, là, j'étais au pied du lit et j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et donc mon père me dit: bah écoute, dis-moi où t'es, je prends l'avion tout de suite, je viens de chercher mon fils. Et j'ai dit: non, c'est bon, je vais prendre l'avion le lendemain matin, je prends le premier vol et puis pour Paris et puis je rentre à la maison de cette façon-là. Et c'est comme ça que je suis rentré à Noisy. Et Et que je des veux juste, parce que je vois le temps passer, il faut quand même aller dans l'impact de Montréal qui a été très déterminant, qui a bien été le sûr, très cœur riche. de ta carrière ou un des cœurs importants. Je veux juste préciser, c'est pour ça qu'un entrepreneur comme un athlète professionnel, lorsqu'il signe le contrat, c'est cette durée-là et après ça, il n'y a rien qui est déterminé. La même chose avec une vente pour un entrepreneur. La durée de la relation, c'est la transaction. Après ça, il faut travailler sur une prochaine vente. C'est un travail constant, comme tu l'as dit si bien. Donc là, tu retournes en France. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on a un ami commun. Moi, je jouais avec les citadins de l'UQAM et j'avais un de mes coéquipiers qui s'appelait Mourad qui habitait à Noisy-de-Sec avec toi et qui t'avait dit au téléphone, moi j'étais avec lui à Montréal, je jouais au foot, et il disait: tu devrais essayer, l'Impact s'en va en MLS dans 2 ans, ça pourrait être un projet. Et rapidement, on fait fast forward. Là, je voudrais que tu nous parles de ton expérience qui a été finalement le cœur de ta carrière, je pense qu'on peut le dire, à Montréal. Peu probable une fois de plus parce qu'il n'y a pas vraiment d'essai où on t'a appelé. Tu as été enregistré pour un essai comme on fait où on met un ballon devant au centre du terrain puis amusez-vous, là, un petit peu la jungle. C'est un peu ça. Un peu Et ça, tu ouais. t'as Ça a fait. été justement au retour de Chypre, en arrivant en bas de chez moi. Donc, je rencontre un ami, Mourad, un ami d'enfance. Et puis, je lui raconte un petit peu mes péripéties. Lui me raconte les siennes aussi. Et puis, ce qu'il avait décidé de faire pour ses études, c'était de venir à Montréal pour poursuivre ses études à l'UQAM. Et on discutait un petit peu de tout ce qui se passait, de sa vie à Montréal, etc. Et j'y connaissais absolument rien. Pour moi, Montréal, c'était, je veux dire, il y a des caribous qui se promenaient à Sainte-Catherine, et il neige au mois d'août. C'est un petit peu les stéréotypes que j'avais du Canada et de Montréal.
Et donc, il me parle un petit peu de toutes ces aventures. Et là vient le football et il me parle d'un club qui s'appelle l'Impact de Montréal. Et il me dit, écoute, Assoun, il y a un club qui s'appelle l'Impact. Ils sont en deuxième division aujourd'hui, mais leur projet, c'est vraiment d'aller dans la plus grande ligue aux États-Unis, en MLS. Et je pense vraiment que ça peut être un projet intéressant pour toi. Puis je dis, l'Impact, ouais, non, je ne connais pas du tout. Puis pour moi, le soccer et le Canada, c'était un peu compliqué à le mêler dans ma tête depuis la France. Mais j'ai regardé, je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur l'ordinateur, puis j'ai vu le projet, j'ai vu le site internet, j'ai dit, ah, ça peut être quelque chose de pas mal. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris un billet d'avion et je suis arrivé à Montréal. Sans invitation d'ailleurs, je n'avais pas Mais d'invitation c'est spéciale. hallucinant qu'un mec qui a dans son portefeuille d'expertise l'Olympique de Marseille, puis Bastia, qui se présente le bout du nez en pleine période glaciale pour un essai de foot à Montréal sans invitation, c'est quand même, je tiens à le répéter parce que ça prend de l'audace. Ça prend de l'audace pour se faire ce que tu as fait. Bah, c'était de l'audace, certes, mais en même temps, quand tu n'as pas le choix, entre guillemets, et que tu regardes les possibilités qu'il y a, forcément, ça donne beaucoup de force, finalement, pour avancer. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de prendre ce billet-là, parce que j'aurais pu finalement rester chez moi et peut-être attendre encore d'autres sollicitations. Mais je pense là encore qu'on est acteur de son destin, comme on l'a dit plus tôt dans la conférence. À partir du moment où on prend des initiatives, forcément, on se donne plus de chances d'y arriver. Et donc, je suis arrivé dans cet essai-là. On était peut-être une soixantaine de joueurs. Et puis finalement, on est 3 joueurs à avoir été pris. Donc, il y avait Evan Bush à ce moment-là, donc gardien légendaire de l'Impact de Montréal. Et puis, j'en faisais partie finalement de cette équipe où j'ai intégré la deuxième division. On avait 1 an en deuxième division. Là encore, on devait prouver notre potentiel, chose qu'on a fait avec Evan. On a été élu dans l'équipe de l'année. J'ai été élu MVP de l'équipe. Et par la suite, on m'a donné l'opportunité de montrer mon potentiel, en tout cas en MLS, chose qui n'était pas garantie parce qu'on avait un nouvel entraîneur, Jesse Marsh, qui comptait pas sur moi au début. Vraiment, il avait son idée et son équipe. C'est plus l'organisation qui comptait sur moi et qui m'a donné l'opportunité d'intégrer l'équipe. Et donc, le début de saison commence, on s'entraîne, on a un camp de pré-saison à Los Angeles pour jouer contre l'équipe de David Beckham, etc. Et ce jour-là, le jour du départ, à l'entraînement, je me prends un tacle à la cheville qui m'arrache les ligaments et qui fait que je suis out pour la pré-saison. Ce qui fait que je reste à Montréal. Et quand toute l'équipe voyage, donc Jesse Marsh a décidé de ramener toute l'équipe à Los Angeles, même les blessés, sauf moi. Je suis resté à Montréal, à Hochelaga, où j'habitais. Et puis, j'ai essayé de me réparer tout seul, ce qui montrait justement le fait qu'il ne comptait pas trop sur moi. Mais là encore, j'ai continué à m'entraîner. La saison a débuté. On a débuté moyennement. Ça a été compliqué. Puis on avait 2 mois après une fenêtre de match où on jouait le samedi, le mercredi et le samedi. Et donc, le samedi, on jouait contre les Red Bull, le mercredi contre Philadelphie. Et le samedi d'après, on jouait. Non, le mercredi contre Kansas City et le samedi contre Philadelphie. Et donc, son idée, c'était de reposer les joueurs titulaires, les joueurs partants, et de ne pas voyager à Kansas City, qui était la meilleure équipe à l'époque. Sachant qu'on avait peu de chances de gagner, il voulait envoyer ses remplaçants et ses joueurs blessés. Et c'était une opportunité, là encore. Je me souviens d'une discussion avec Nick DeSantis lors du voyage, qui était mon directeur sportif à l'Impact de Montréal. Il m'a dit, écoute, Assoun, moi, je t'ai vu jouer en NASL, j'ai vu ton potentiel et je sais que tu peux leur montrer qui tu es aujourd'hui. Donc, joue Alors, le match toutes les ici. chances contre toi, Assun, parce que tu n'as pas des coéquipiers, la crème de votre équipe qui t'accompagne dans cette mission. Ça nous fait penser beaucoup à celle que tu as vécue avec Noisy de Sec. Là. Exactement, c'est un petit peu ça. Et là encore, on pourrait se dire que ça va être difficile, que ça va être compliqué et qu'on va perdre parce que on n'a pas la meilleure équipe sur le terrain. Mais finalement, ça a été une opportunité et je pense que ça a été le premier match qu'on a gagné à l'extérieur. Et on a gagné 2-1 là-bas et j'ai été élu un des hommes du match avec Nelson Rivas. Et je me souviens du même Jesse Marsh, en fait, donc mon entraîneur qui ne comptait pas sur moi 2 mois avant, courir sur le terrain, venir me voir en premier et me dire Assoun, je te l'avais dit, tu vois, je te l'avais dit. Bon,
Il ne m'avait rien dit de spécial, mais je le prends quand même. Et je me rappelle que tu avais eu une discussion très croustillante avec, je ne sais pas si c'était Nesta ou un autre qui disait j'ai jamais. Oui, non, c'était Bernardi, l'attaquant, qui jouait en Italie et en Angleterre à Manchester City, qui, là encore, après le match, m'a félicité, m'a dit « Je ne savais pas que tu jouais comme ça vraiment, que tu avais ce potentiel-là. » Donc, ça m'a conforté dans le groupe, dans l'équipe. Et puis, là encore, je parle de Jesse Marsch, de mon entraîneur, mais je veux prendre du recul là-dessus et avoir un regard. Et ce n'est pas dire que l'entraîneur ne m'aimait pas ou trouvait que j'étais une mauvaise personne. C'était juste qu'il n'a jamais eu l'opportunité de voir mon potentiel. Et je rebondis sur ce que je disais à l'Olympique de Marseille, où je n'ai pas respecté le potentiel que j'avais. Bah, ça m'a servi de leçon quelques années plus tard, face à un entraîneur qui ne me connaissait absolument pas, qui avait son groupe, qui voulait ramener des États-Unis et des joueurs qu'il connaissait. Mais il aurait été facile pour moi de dire aux autres, à mon entourage, etc., bah, l'entraîneur ne compte pas sur moi, il ne m'aime pas, il a ses joueurs, etc. Et puis on passe à autre chose. Non. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à avoir une demi-opportunité et qu'on arrive à la saisir, bah forcément, on arrive à faire pivoter les choses, à faire pivoter le regard de l'entourage qu'on a sur nous-mêmes, que l'entourage a sur nous-mêmes. Et ça change une destinée, là encore. C'est-à-dire que Jesse Marsch a une évolution exceptionnelle aussi. Aujourd'hui, c'est un des entraîneurs réputés en Europe qui joue la Ligue des Champions, la plus grande compétition mondiale. Et on est en contact aujourd'hui et on est devenus amis pratiquement. Et c'est pour vous dire que c'est vraiment nous qui avons le contrôle sur les choses, sur notre destinée, et qu'on a le pouvoir de changer le regard des autres sur ce qu'on projette, sur le potentiel qu'on a. Hassoun, il faut laisser un peu de période pour la question. Ça a passé en le temps de le dire. Vraiment, c'est juste extraordinaire ton histoire. Hassoun, après, évidemment, l'histoire est écrite. Hein? Tu es devenu un joueur super important, clé, avec presque le plus de nombre de minutes jouées. Je pense qu'on t'a dépassé, si je me rappelle bien. Et malgré tout, un joueur marquant pour la franchise qui est rendue le FC Montréal, c'est-à-dire aussi dans la MLS, tu as joué un rôle clé, tu as eu des buts, je me rappelle à Vancouver que tu as marqué un but vraiment clé, etc. Tu as eu des moments extraordinaires. Tu as su aussi te réinventer. Puis toi, tu as une capacité de curiosité et d'apprentissage extrêmement intéressante. On se parle souvent, puis tu es toujours curieux et c'est comme ça que tu évolues. Hein? Et là, tu as voulu faire des cours pour être meilleur dans la communication. Tu es devenu conférencier, tu as des projets à droite à gauche. Tu n'as pas toujours réussi comme tu le voulais, mais somme toute, wow, quelle carrière et ça continue. On a beaucoup de plaisir à te voir à Radio-Canada. On avait beaucoup de plaisir à te voir analyser les matchs à TVA. On va laisser la période de questions. Là, on est à 5-6 minutes. Samuel, je vais peut-être te laisser manœuvrer là-dedans. Hassoun, à chaque fois, je te remercie.